Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 27e édition de la plateforme du pôle santé de Aïssa ONG International. Cette plateforme exceptionnelle s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes et sera animée par le docteur Mohamed Khalid Sekal, médecin psychiatre. La communication de ce soir a pour titre « Les femmes médecins en islam depuis la constitution de la première société musulmane à Médine ». Par cette plateforme, nous proposons de mettre en lumière les femmes médecins en islam, comprendre leur place dans le soin des patients dès les origines de l'islam. Au travers de ces exemples, nous verrons comment s'est faite l'évolution de la femme musulmane jusqu'à nos jours. La communication durera 45 minutes environ. Vous pourrez poser vos questions en utilisant l'onglet Q&R de Zoom ou en levant la main. Un temps d'échange est prévu. Nous vous rappelons qu'il est nécessaire de bien vous identifier avec vos noms et prénoms lorsque vous accédez à la plateforme du pôle santé. Mohamed Khalid, à toi la parole. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala as-sadiq al-wa'd al-amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Merci Sophia, merci pour l'organisation du pôle santé Issa pour cette invitation. Et effectivement, il n'y a pas meilleure occasion que le 8 mars, journée mondiale ou internationale de la femme à l'échelle mondiale, de ses droits, de ses acquis, de son évolution, pour parler de la femme en islam. Et en particulier, les femmes qui ont participé à travers l'histoire de la communauté musulmane, qui ont participé à l'activité scientifique dans sa diversité et surtout à l'activité du soin, de la médecine et du soin donné aux malades en fonction des différents âges des communautés de l'islam, parce que l'islam a commencé par une petite communauté à Médine et en moins de 80 ans, il allait déjà de l'océan Atlantique à la mer Caspienne et Bukhara et Samarkand et au-delà. Mais cet islam, sans doute vous connaissez tous sa situation aujourd'hui. Et la propagande et la publicité, la propagande qui lui est faite un peu partout, mais surtout dans le monde occidental. L'islam est la religion des attentats. L'islam est la religion de l'archaïsme. C'est la religion du mépris des droits de l'homme et de la femme, en l'occurrence, qu'il a relégué à des rangs inférieurs, très inférieurs par rapport à l'homme. On a l'impression que l'islam est une société purement, extrêmement patriarcale, machiste, qui relègue la femme aux tâches domestiques et quand elle arrive à faire quelque chose, elle est toujours reléguée à des années-lumière par rapport aux droits, par rapport à l'homme. La femme hérite la moitié de l'homme, c'est ce qui est véhiculé un peu partout dans le discours ambiant. La femme est toujours mineure, elle ne peut pas se marier, elle ne peut pas vendre, elle ne peut pas acheter sans qu'il y ait un tuteur, même si ce tuteur est son petit frère ou son cousin. Ça, c'est ce qui est véhiculé aujourd'hui et ce qui se pratique un peu dans les pays musulmans. Et même quand la femme arrive, dans les temps modernes, arrive à avoir une place, arrive à travailler, arrive à devenir médecin, par exemple, eh bien, elle ne peut pas, on lui dit qu'elle ne peut pas examiner un homme pour des raisons religieuses,
qu'un homme médecin ne peut pas l'examiner parce qu'il faut qu'elle soit examinée par une femme. Et dans certains pays, au Moyen-Orient notamment, il y a un clivage total dans les hôpitaux où les femmes examinent les femmes et les hommes examinent les hommes, et les hommes se font examiner par les hommes et les malades femmes se font examiner par des médecins et des sages-femmes et des infirmières femmes. Mais si vous voulez, cette image qui est un peu lapidaire et qui est un peu expéditive, c'est un matraquage effectivement médiatique, intellectuel, qu'on lit ici ou là, ici en Occident, sauf par moment, quand je lis ici ou là qu'il y a une personne, musulmane ou pas, qui a pu faire un travail sérieux, faire un travail d'érudition pour connaître de l'intérieur cette religion et cette tradition, eh bien, pourvu qu'il garde sa capacité et sa liberté de penser et de parler de manière honnête, on entend parfois des voix qui se lèvent et qui disent effectivement la religion musulmane, l'héritage islamique, le message coranique, la tradition prophétique n'est pas ce qui est véhiculé dans le monde occidental. Et parfois, et c'est malheureux de le dire, et parfois ce n'est même pas ce que vivent beaucoup de populations musulmanes elles-mêmes. Autrement dit, nous ne connaissons pas la richesse de cette tradition ni sa beauté. L'évolution de la femme musulmane et en particulier la femme médecin, les femmes médecins, a suivi tout simplement l'évolution de l'islam lui-même et de la communauté musulmane elle-même depuis le début. Il y a eu un âge de début, une apogée, où la femme, et je vais donner quelques exemples, la femme a participé pleinement au domaine scientifique et au domaine médical, en particulier, qui est le sujet de ce soir. Après cet âge de début, l'apogée, ce qu'on appelle l'âge d'or de l'islam, notamment avec l'avènement de la dynastie abbasside au 9e siècle, au 8e siècle, il y a eu, bien sûr, une floraison de participation féminine dans le soin, dans les découvertes, dans l'invention des outils de médecine et de l'invention de techniques, etc. Et puis, il y a eu, pour des raisons diverses qu'on peut discuter sur le plan historique, le déclin de l'islam, le déclin de la communauté musulmane. Et là aussi, on voit que la femme, d'ailleurs tout comme les hommes, du point de vue où quand il y a eu le déclin de la jurisprudence, quand il y a eu le déclin culturel, voire même peut-être le déclin spirituel, à part quelques confréries soufis qui ont pu maintenir la flamme mohammedienne vivante, il y a eu un déclin, et le déclin scientifique s'en est suivi de manière tout à fait naturelle. Alors, quand on parle des femmes médecins en islam, il faut parler des femmes qui ont été au 1er siècle de l'islam, dans la communauté de Médine. Il faut parler des femmes qui ont participé à l'âge d'or de l'islam, et il faut parler des femmes qui, malgré le déclin, ont pu travailler, se redresser et finalement transgresser la pensée dominante à partir de la fin du 18e, du 19e et le 20e siècle, la pensée dominante qui a relégué un peu la femme et qui a sclérosé la pensée musulmane d'une manière générale, et qui ont pu, dans les pays nord-africains, au Liban, en Turquie, en Syrie, devenir des femmes médecins et occuper des postes imminents à l'échelle universitaire, hospitalier,
de l'enseignement dans les facultés et des laboratoires pour l'expérimentation, etc. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, et ça, n'en déplaise à ceux qui veulent reléguer la femme ou qui ne voient pas, qui ne reconnaissent pas à la femme un rôle éminent, il faut savoir que le premier médecin dans l'histoire de l'islam et qui était contemporain du prophète alayhi salatu wassalam à Médine, ce n'est pas un homme, c'est une femme. Le premier médecin dans l'histoire de l'islam, c'est une femme. Elle s'appelait Rufayda al-Aslamiyya. Rufayda bint Sa'd al-Aslamiyya al-Khazrajiyya al-Ansariyya. Cette Rufayda avait hérité, elle fait partie des Ansar, c'est-à-dire des gens qui étaient à Médine. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu par le hijra avec les muhajirines, les compagnons et les muhajirines de la Mecque, il a trouvé à Médine 3 tribus juives, Bani Qaynuqa, Bani Nadir et Bani Qurayda. Il a trouvé des chrétiens minoritaires et il a trouvé 2 grandes tribus, les Aws et les Khazraj. Et on l'appelle Suleyma Rufayda al-Aslamiyya al-Khazrajiyya parce qu'elle était de cette tribu de Khazraj qui ont épaulé le prophète, s'appelle Ansar, ses auxiliaires. Ils ont épaulé le prophète, ils ont aidé le prophète, ils ont fait la guerre avec le prophète, les guerres défensives qu'il a pu mener à Médine et aux alentours. Et ces 2 tribus, Aws et Khazraj, étaient pendant des décennies en guerre, pratiquant la razzia. Une année, l'une attaque l'autre pour prendre les biens, les moutons, les chèvres, les brebis. Les Arabes avaient l'habitude des razzias, ils se faisaient la guerre à longueur d'année. Et c'est grâce à l'intervention du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa miséricorde qu'il a pu créer un lien très fraternel entre l'Aws et le Khazraj. Et cette femme, Rufayda, a demandé au prophète et lui a dit: j'ai hérité la médecine de mon père et de mon grand-père. Je veux aller sur le champ de bataille et participer au transport des blessés et aux soins. Le prophète lui dit sallallahu alayhi wa sallam: non, 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 je te construis une khayma, une grande tente à côté de la mosquée, la première mosquée de l'islam, la mosquée de Médine. Et il lui a dit en arabe: دونك الخيمة يا رفيدة وداوي فيها الرجال والنساء. Tu guides, tu diriges cette clinique, cette khayma, cette tente médicale, Rufayda, et tu y soignes les hommes et les femmes. Nous sommes au 7e siècle, en l'an 622-623 de l'ère chrétienne, dans le désert de l'Arabie. Je ne sais pas si vous voyez le paradoxe entre les femmes aujourd'hui, pour lequel on le dit qu'elle n'a pas le droit, du point de vue du fiqh et de la religion, qu'elle n'a pas le droit d'examiner un homme. Le prophète au 7e siècle a dit à Rufayda: tu soignes les hommes et les femmes. Et son premier patient a été Saad ibn Mu'ad, qui a eu le casque métallique qu'on mettait à l'époque pendant la guerre. Il a eu un traumatisme crânien et une solution de continuité carrément. Et il a été soigné par Rufayda dans cette khayma. Pendant des semaines, il est mort, il a fait une septicémie, enfin, il a fait peut-être un truc grave, et en tout cas, il est décédé. Et depuis cette époque-là, Rufayda dirigeait cette clinique et a fait venir d'autres femmes médecins pour l'aider et pour organiser le soin. Très, très vite, elle a donné, elle a délimité, elle a classifié le soin à Médine
de soins donnés par les femmes en différents grades. Il y a d'abord ce qu'on appelle la tabiba dans les biographies de Ibn Hajar et de Tabari. Il y a cette notion de tabiba qui veut dire médecin, qui est le féminin de tabib. Le deuxième grade qu'elle a créé, c'est al-mutatabbiba. En arabe, al-mutatabbiba veut dire une auxiliaire médicale. C'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une infirmière. Elle est formée avec d'autres. Et ces mutatabbibat pouvaient accéder avec l'expérience au grade de médecin. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un enseignement médical conventionnel, avec un cursus des années, avec un enseignement théorique, un enseignement pratique, et qui va être sanctionné à la fin du cursus par un examen, puis par un diplôme. Non, ça c'est venu plus tard. Là, on est dans de la médecine du 7e siècle, à Médine, rudimentaire, où on faisait partie on est dans la famille de médecins et on hérite un apprentissage qu'on développe par sa propre expérience et qu'on partage avec les autres. Et c'est comme ça que des mutatabbibat devenaient des tabibat, c'est-à-dire des auxiliaires de santé, devenaient dans cette clinique du prophète des tabibat. Le troisième grade, c'était al-qabilat. Al-qabila. En arabe, al-qabila veut dire celle qui reçoit. Et en français, c'est exactement la sage-femme. Al-qabla, c'est la sage-femme. C'est un grade qui était dans cette clinique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ces femmes étaient spécialisées dans les accouchements. Elle faisait accoucher les femmes de Médine. Et là aussi, ce grade, comme il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de cursus, elles étaient appelées à devenir aussi des médecins, à s'occuper de la gynécologie et de l'obstétrique, et avec l'expérience, à pouvoir monter en grade, etc. Et le quatrième grade, c'est el-kahala. On l'appelait el-kahala. C'est celle qui était chargée, et il y en avait plusieurs à Médine, qui étaient chargées, ils ont une technique spéciale pour soigner les conjonctivites, les chalazions, les blessures des yeux, et même parfois des ophtalmies, des maladies ophtalmiques graves, avec le kohl. C'est le sulfure d'antimoine qu'on appelle le sulfure, c'est le kohl. Et ces kahalat étaient aussi, avec l'expérience, étaient appelés à devenir des ophtalmologistes par la suite, qui s'est spécialisé dans les maladies des yeux. Alors, on peut citer quelques noms qui ont travaillé avec Rufayda. Il y avait Ayman, il y avait Nusayba, qu'on appelait Imara al-Ansariya. Il y avait Bintou Qais al-Ghifariya, qui s'est spécialisée dans les plaies de guerre, comment enlever les flèches, les blessures de flèches, et comment suturer de la manière la plus correcte et la plus stérile possible. À l'époque, elles étaient spécialisées. Il y avait aussi Oumana aussi, qui était dans la chirurgie. Et comme Rufayda, elle faisait d'une manière générale la petite chirurgie, mais aussi la chirurgie de guerre. Et parmi les kahalat qui étaient très connus et dont la réputation a dépassé la péninsule arabique, c'était Hind bint Aoud, ou bint Aouda, qui était une kahala. Quant aux qabilat, les sages-femmes, il y en a une qui est rentrée dans l'histoire, c'est Souada bint Sourayh. Souada bint Sourayh,
Et pourquoi elle est rentrée dans l'histoire et elle a eu de la renommée? Parce que c'est la Qabila, la sage-femme, qui a accouché la femme du prophète Khadija, qui lui a donné sa première fille Fatima. On trouve, on parle beaucoup de Souada, bint Surayh, fille de Surayh, dans les deux grands auteurs qui ont parlé de ces choses-là, Ibn Hajar et Tabari, les historiens, parce qu'elle a accouché Khadija, la femme du prophète, et qui a mis au monde la première fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le développement de cette tante avec ses différents médecins, femmes, a été ensuite enrichi par des médecins hommes, mais les premières femmes, les premières qui se sont occupées de cette tante, de cette première clinique médicale du prophète, c'est Rufaïda et ses collaboratrices, ses collègues femmes. Et ce n'est que au 13e année, à l'an 13 de l'Hégire, qu'ils ont été rejoints par un homme, un très grand médecin, qui était le médecin du prophète, effectivement, pendant quelque temps. Mais il les a rejoints dans cette tente 2 ans après la mort du prophète. Il s'appelait El Harith ibn Kilda. Et alors lui, c'était un grand médecin, mais il a fait tout son apprentissage de médecine à Faris, en Perse. Et quand il est rentré à Médine, il s'est converti, il a soigné le prophète, parce que le prophète avait aussi des maladies comme toutes. Et il a rejoint et il a participé aussi à la formation des tabibat, des mutatabibat, des auxiliaires, des kahalat, les ophtalmos qui faisaient le kuh, et des qabilat, c'est-à-dire des sages-femmes. Cette période, si vous voulez, en gros, a duré 7e, début du 8e siècle, jusqu'au milieu du 8e siècle. Une grande partie de la dynastie omeyyade a vécu un peu dans cette médecine, un peu traditionnelle, un peu rudimentaire, mais efficace. Et au fur et à mesure que le territoire se développait un petit peu, territoire de l'islam, parce que l'islam en un siècle est arrivé jusqu'en Andalousie, hein. Au fur et à mesure, les médecins musulmans et les médecins femmes musulmanes ont développé des consultations et des petits dispensaires itinérants en rapport dans l'histoire que pour aller dans des villages plus lointains vers Khaybar ou vers Tabouk ou vers des zones de l'Arabie qui étaient loin de Médine, eh bien, il y avait des chameaux qui étaient chargés en médicaments, en nourriture, en pommades cosmétiques, en collyre pour les yeux, en khol avec les halat qui allaient soigner, et qui faisaient les hôpitaux un peu sur le terrain pour soigner des hommes et des femmes et des enfants qui étaient loin de Médine. Avec l'avènement de la dynastie abbasside, 747, 750, commence la dynastie abbasside avec des noms très célèbres, le célèbre Haroun al-Rachid, qui avait pratiquement la moitié de la terre connue à l'époque. L'empire musulman était très, très, très développé à son époque. Mais c'est surtout son fils Al-Ma'moun qui va insuffler dans le monde musulman une frénésie, une soif de savoir, de connaissance et d'ouverture vers le savoir des autres peuples, des autres religions et des autres traditions et des autres scientifiques. Et c'est à l'époque de Al-Ma'moun où il va y avoir la traduction des grandes œuvres
des grands médecins grecs, notamment l'œuvre magistrale de Hippocrate, le serment d'Hippocrate jusqu'à aujourd'hui, que les médecins prononcent à l'issue de leur formation, et aussi l'œuvre de Galien, qui est le père de la théorie des 4 humeurs, le feu, l'air, l'eau et la terre. Les 4 humeurs qui, selon lui, Galien a vécu un siècle à peu près avant l'ère chrétienne, donc l'an 100-101 avant Jésus-Christ, et il est le père de ces théories qui a fait son chemin dans la compréhension de la chimie et de la biologie, et qui, par la suite, Abu Bakr al-Razi, médecin musulman, qui a montré son insuffisance et qu'il fallait la développer et aller plus loin pour la compréhension de la cellule vivante, du monde vivant, des tissus, etc. etc. Et ces traductions-là ont été faites sur, bien sûr, les œuvres des médecins grecs, mais aussi des médecins indiens. À l'époque, l'Inde avait une médecine, qui est d'ailleurs une médecine très, très, très connotée et très enveloppée par une charge spirituelle très importante. Il soignait et le corps et l'âme ou le spirituel de la personne. Les deux étaient liés. Mais aussi de l'Abyssinie. L'Éthiopie, à l'époque, avait aussi une bonne médecine. El Mamoun donnait, on rapporte ça dans l'histoire, il donnait, tout livre traduit était payé de son pesant d'or. Vous voyez un petit peu l'engouement de cet homme pour le savoir et pour doter le monde musulman de savoir à tous les niveaux, tous les savoirs scientifiques, pas seulement la médecine, mais la mécanique, la philosophie, la poésie, l'étude des autres religions, ouvert aussi à l'étude des autres religions, et de tous les savoirs de l'époque, grec, hindou, perse aussi. Et c'est à partir de ces traductions qu'il va y avoir par la suite une création. Parce que la médecine musulmane dans l'âge d'or de l'islam a eu en quelque sorte 2 étapes. D'abord un travail de traduction, puis un travail de création et de développement à partir des sciences acquises des autres civilisations. Et là aussi, on trouve le rôle de la femme qui est absolument primordial. Il faut dire qu'à cette époque-là, le cursus de l'enseignement de la médecine a radicalement changé. C'est devenu une médecine enseignée parce que tous les califes avaient consacré des budgets énormes pour la construction de ce qu'on appelait les bimaristan, c'est-à-dire des hôpitaux qui étaient gigantesques et très luxueux, très luxueux et gigantesques, toujours dotés de jardins, de verdure, de fontaines d'eau, d'arbres, de fleurs, etc., afin que les malades aient toujours des séjours toujours très agréables, très luxueux, très confortables. En ce qui concerne la logistique de l'habitat, les lits, les chambres, etc., mais aussi de la nourriture. On rapporte qu'ils mangeaient le hammam, ils mangeaient du poulet, ils mangeaient de la viande, du mouton, des fruits, des légumes, etc. Ils étaient, parce que le régime alimentaire, comme tout le monde le sait, en islam est très important et chaque maladie, selon les médecins de l'époque, avait un régime particulier et les médecins veillaient à ce que ces règles-là soient faites dans les règles du halal et du haram, bien sûr. L'hygiène aussi était gérée par les rites de purification, de l'wudu, de l'ghusl, le lavage du corps total, ou du wudu comme les ablutions pour la prière. Ça faisait partie aussi des techniques de purification et de guérison. Et là, on a vu les femmes, au même titre que leurs homologues masculins, suivre un cursus médical universitaire
qui comportait, un peu comme aujourd'hui, qui comportait un enseignement théorique donné par Ibn Sina, Razi, Ibn Zohr, Ibn Rushd en Andalousie, et d'autres médecins, Zahrawi au Xe siècle, Ibn Nafis, etc., et qui comportait une partie pratique où elles allaient faire des stages auprès des médecins et sur les lits des malades pour apprendre. Et la floraison des bimaristan, c'est-à-dire des hôpitaux, on parle de l'hôpital Al-Mansouri au Caire, qui comportait des dizaines de lits et de blocs et de l'Anbar, c'est-à-dire le secteur ou le service de, comme on dit aujourd'hui, service de dermatologie, service de pneumologie, service de chirurgie. Il y avait l'Anbar, c'est-à-dire le secteur ou le coin où les malades n'étaient pas mélangés, ils n'étaient pas laissés un peu. Mais chaque ambar, chaque type de maladie avait son secteur et avait les médecins spécialistes, des tabibs et des tabibas, des mutatabibas qui venaient, et le côté accouchement aussi, le côté. Et tout ça, et j'ai bien lu ce côté-là, et il faut y insister, dans un luxe absolument, on ne peut pas imaginer aujourd'hui qu'à l'époque, l'Empire musulman était d'une telle richesse que les hôpitaux, c'était des exemples de luxure, vraiment très, très, très luxueux. 4 étoiles. Et les malades étaient reçus, quel que soit leur statut social, quelle que soit leur religion, quel que soit leur âge, et hommes et femmes. Là aussi, il y a des noms de femmes qui se sont distinguées. As-Sa'ida, 11e, 12e siècle, elle a fait ses études à Alep, à Halab, et elle a eu la direction, peut-être c'est la première femme directrice d'un hôpital dans l'histoire de la communauté musulmane, de l'islam. Elle a eu la direction de l'hôpital qui porte son nom, As-Sa'ida, de Bagdad. Et Ibn Hajar rapporte qu'elle avait, entre médecins, administrateurs, mutatabibat, auxiliaires, infirmiers et infirmières, les ophtalmologistes, celles qui faisaient et les qablat, plus de 200 personnes sous sa direction. Nous sommes au XIe siècle. Saïda commandait des médecins, hommes et femmes, qui étaient sous sa direction. Et elle gérait cet hôpital. Elle était elle-même médecin, du point de vue médical, administratif, logistique, la cuisine, etc., etc. Ça, c'est Saïda qui a passé toute sa vie dans cet hôpital de Bagdad. Un deuxième nom qui s'est distingué aussi à cette époque-là, Sarah al-Halabiya. Sarah al-Halabiya. Sarah al-Halabiya était une femme remarquable parce qu'elle était poétesse, elle était calligraphe. Il existe des photos aujourd'hui de la calligraphie de certains versets coraniques en lettres d'or. Et quand elle était invitée dans les sérails des gouverneurs ou dans les sérails du calife, eh bien, elle offrait ces calligraphies de versets coraniques en lettres d'or qui sont absolument magnifiques. Et elle était médecin, donc médecin, poétesse et calligraphe. Et elle a été dans le grand Bimaristan de Halab en Syrie. Alors, chacune de ces médecins, bien sûr, a formé elle-même des médecins hommes et des médecins femmes, toujours selon les différents grades qu'on a dit, le médecin, l'auxiliaire
et la sage-femme. En Andalousie, beaucoup de noms sont cités en Andalousie de médecins femmes, mais celle que je voudrais dire, c'est que tout le monde connaît Muhyiddin Ibn Arabi, qu'on appelle le Cheikh al-Akbar, qui est un grand philosophe et un grand maître soufi, et qui a écrit des œuvres absolument magnifiques, et dont sa principale œuvre, ce sont les conquêtes mécoises, Futuhat al-Makkiyya. Cet homme, Sidi Muhyiddin Ibn Arabi, était le disciple préféré d'une femme qui était en Andalousie, à Séville, qui était maître spirituel et qui était médecin. Elle s'appelait Fatima bint Ibn al-Mutanna. Fatima bint Ibn al-Mutanna. Cette femme était médecin, était une femme d'une très haute valeur spirituelle, et elle a enseigné à Muhyiddin Ibn Arabi la science de la guérison. Ils avaient des connaissances pas mal en médecine, mais surtout de la guérison spirituelle, parce qu'à chaque fois qu'il tombait malade, elle le mettait en khalwa, en retraite, elle lui donnait du miel et de l'eau, des décoctions comme ça, etc., et du dhikr, etc. Et on retrouve dans les écrits de Sidi Muhyiddin Ibn Arabi, dans ses Futuhat, des traces de cette médecine qui combine l'intérieur et l'extérieur, la médecine du corps et la médecine spirituelle. Et d'une manière générale, l'influence de cette femme sur Sidi Muhyiddin Ibn Arabi laisse des traces dans son cheminement spirituel lui-même, puisque tout le monde sait que pour Muhyiddin Ibn Arabi, la femme est le modèle par excellence pour contempler le divin. Pour Muhyiddin Ibn Arabi, la composante féminine du divin est très, très importante, et que la femme, étant le dernier maillon de la chaîne de la création, était l'être le plus parfait, là où Dieu se manifestait en quelque sorte le plus. Et ceux qui lisent les œuvres de Muhyiddin Ibn Arabi retrouvent cette trace de l'importance du féminin. Et c'est grâce à cette femme-là, Fatima bint Ibn al-Mutanna, qui était médecin et qui était son guide, l'un de ses guides, parce qu'il a eu plusieurs jours, l'un de ses guides spirituels. Un autre nom dont l'influence des médecins femmes a été très marquante, c'est Imam Jalal-Din Suyuti. Jalal-Din Suyuti, c'est 1450 ou 1455, donc 15e siècle. Et moi, j'ai été étonné quand il y a des années, quand j'ai lisé un petit peu de temps en temps la biographie des grandes figures de l'islam, j'ai découvert que Jalal-Din Suyuti a eu 21 ijazas, 21 branches de savoir. Il a eu 21 shir, 21 enseignants qui lui ont donné la ijaza, qui lui ont donné, si vous voulez, le diplôme du fiqh, de la philosophie, du hadith, de la jurisprudence, etc. 9 parmi ces 21 savants étaient des femmes. Regardez le rôle de la femme à travers du début jusqu'à l'âge d'or de l'islam, comment il était au même titre que celui de l'homme. Jalal-Din Suyuti, qu'on appelle al-Hafid, c'est-à-dire tout est dans sa tête. Al-Hafid, il était fiable dans le hadith, il était fiable dans le tafsir, il était fiable. Et parmi ces 9 femmes qui étaient donc des faqihat, des femmes savantes dans les sciences religieuses exotériques, 2 étaient médecins. J'ai oublié leur nom. 2 étaient médecins. Et ce sont ces 2 femmes qui ont appris à Jalal-Din Suyuti une grande partie des hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait émis concernant le bienfait thérapeutique de certaines plantes. Parce que le prophète, on retrouve dans ses hadiths qu'il avait parlé du yasmine, qu'il avait parlé de za'tar, qu'il avait parlé du qrunfl, qu'il avait parlé de l'yaqtin, qu'il avait parlé de rayhan.
toutes ces plantes-là ont certains légumes aussi, douba, la courgette. Et cette science-là de la médecine prophétique a été enseignée à Jalaluddin Suyuti par deux femmes médecins qui faisaient partie des 9 faqihat qui étaient ses maîtres. C'est magnifique. Cette histoire est d'une beauté, parce que quand on voit aujourd'hui qu'on dit à la femme qu'elle n'a pas le droit, qu'elle n'a pas le droit, qu'elle n'a pas le droit, et bien au XVe siècle, les femmes, elles avaient tous les droits. Elles avaient des honoraires pour enseigner la médecine, des honoraires pour soigner les malades, des cliniques. Elles se déplaçaient dans des hôpitaux ambulants où elles participaient à des accouchements, des suivis de grossesse, etc. Elles étaient des faqihat et ils ont transmis le fiqh au grand nom, comme Jalaluddin Suyuti et Ibn Arabi et d'autres, au grand nom du savoir musulman. Au Maroc, les exemples sont multiples aussi, mais on peut retenir qu'au IXe siècle, le siècle 3 de l'Hégire, 9e siècle, Fatima al-Fihriya, qui est une femme tunisienne, avait perdu son mari et son père en même temps. Elle a hérité de deux une fortune colossale, beaucoup d'argent. Et comme c'était une femme halima, faqiha et pieuse, elle a décidé de consacrer une grande partie, peut-être la totalité, mais en tout cas une grande partie de cet argent à faire une œuvre de main morte, c'est-à-dire un bien de main morte, c'est-à-dire un waqf, de faire quelque chose pour aider, pour que ce soit pour le bien de la communauté. Et en Tunisie, le climat politique à l'époque n'était... Elle est allée au Maroc, parce que le Maroc, très très tôt, il s'est détaché un petit peu de l'empire abbasside et des empires qui sont venus après, grâce à Moulay Idriss qui s'est sauvé de la Mecque, qui est venu en 175 de l'Hégire, très très tôt au Maroc, qui a été accepté par les Berbères marocains, les Chlouh, etc., et qui l'ont nommé roi, et il a fondé la dynastie idrisside. Et les Marocains, le Maroc a toujours resté à part et avec une stabilité politique qui était parfois un peu perturbée de l'autre côté de l'Empire musulman. En tout cas, cette femme, elle est venue à Fès et elle a construit ce qu'on appelle Jami'at al-Qarawiyyin. Beaucoup d'historiens aujourd'hui considèrent l'université al-Qarawiyyin de Fès comme étant la plus vieille université du monde. C'est extraordinaire. La plus vieille université du monde, elle est au Maroc, Fès al-Qarawiyyin. Mais ce qu'on dit moins, c'est qu'elle a construit aussi à côté un hôpital de son propre argent, un hôpital. Et dans cet hôpital, il y avait aussi là toutes les spécialités. Et chose innovante de cette Fatima al-Fihriya, qui était faqiha, elle était versée dans les sciences religieuses, mais pas médecin, elle a exigé du gouverneur de l'époque ou du calife, etc., que à côté de son hôpital, qu'il y ait un grand terrain où on pouvait planter les plantes nécessaires à la pratique médicinale. C'est-à-dire que, et cette idée, après, elle s'est répandue du Maroc, elle s'est répandue dans tout l'empire musulman, où chaque hôpital avait un terrain qui lui est spécifique, où il plantait ce dont il avait besoin. Ça veut dire que chaque hôpital, à l'époque, était sur le plan pharmaceutique autonome. Il fabriquait lui-même ses propres médicaments. Et c'est comme ça que Jabir ibn Hayyan, le premier chimiste connu dans le monde musulman, a commencé. C'est en faisant tout le laboratoire à fabriquer des médicaments. Et chose extraordinaire aussi dans cet hôpital et dans cette université, il ne faut pas oublier que l'université al-Qarawiyyin, au départ, n'était pas une université religieuse, pas seulement. On enseignait les mathématiques, on enseignait la médecine, on enseignait la philosophie, on enseignait même ce qu'on appelait à l'époque ilm al-hiyal, c'est-à-dire la mécanique. Il y a un pape
un pape qui s'appelle Sylvestre, le pape Sylvestre II ou Sylvestre III, je crois que c'est Sylvestre II, au fin du Xe siècle, qui a reçu son agrégation de mathématiques al-Qarawiyyin. Chose étonnante, un pape qui parlait très couramment l'arabe et qui a eu son agrégation de mathématiques al-Qarawiyyin. On enseignait aussi la médecine. J'ai trouvé que la dernière thèse de médecine qui a été soutenue à l'université al-Qarawiyyin de Fès, c'était en 1866. Et chose extraordinaire, ce qu'elle a fait, cette femme, c'est que dans cette université et l'hôpital qui lui était annexé, elle avait créé une cellule, on peut dire, d'assistante sociale, de travail social. C'est-à-dire que des hommes et des femmes venaient dans cette administration pour dire quoi? Pour dire, écoutez, moi, je suis un homme infirme. J'ai un vitiligo, j'ai des taches dans mon corps, j'ai un eczéma ou j'ai un vitiligo, ou je suis infirme, je boite, etc. Et j'ai honte de me présenter vers les familles pour me marier parce que j'ai peur d'essuyer, ma pudeur ne me permet pas parce que je suis infirme, etc. Et je voudrais que vous m'aidiez à trouver une épouse. Et d'autres femmes venaient, des femmes aussi qui avaient des infirmités. Et c'est comme ça que des dizaines de couples se sont formés grâce à cette cellule qui relevait et de l'hôpital et de l'université al-Qarawiyyin. Et c'est l'idée de Fatima al-Fihriya qui a fait un travail social où elle faisait rencontrer des hommes et des femmes, bien sûr, dans la discrétion, dans le respect de la dignité des familles, des unes des autres, et dans la pudeur, rencontrer des gens qui pouvaient s'accepter malgré leur infirmité pour pouvoir former un couple et avoir une vie conjugale. Nous sommes au 9e siècle. Regardez comment cette femme a construit un hôpital avec un terrain où on plante les achab, les plantes médicinales, un hôpital qui était une université qui était polyvalente et un service social où elle aidait les pauvres, elle aidait les infirmes, etc. Donc un travail de tissu social. Alors, un petit peu, voilà, un petit peu les noms que j'ai pu retenir comme ça de femmes. Oui, peut-être l'Empire ottoman. Dans l'Empire ottoman, certainement, il y a eu des femmes médecins, parce que l'islam en Turquie, durant l'Empire ottoman, n'était pas un islam comme aujourd'hui, un islam sclérosé, rétréctif, malade. Non, c'était un islam très spirituel. Tout le monde connaît Jalal-Din Rumi et son impact à partir de Konya sur l'ensemble du monde musulman par sa dimension soufie, sa dimension spirituelle. Et très certainement, des médecins hommes et femmes ont été répertoriés dans l'histoire de l'Empire ottoman. Mais quelque chose qui a été une innovation, c'est qu'à l'époque du sultan Suleiman, le magnifique, Suleiman al-Qanouni, qui est considéré parmi les plus grands sultans, si ce n'est le plus grand sultan de l'Empire ottoman, puisque son règne a dépassé 50 ans. Et ce sultan Suleiman avait un fils. Ce fils, qui s'appelait Jihangir, était un jeune garçon très, très brillant, très vif, très intelligent, très agréable. On voit, on l'aime. Mais il avait une infirmité, il avait une syphoscoliose, c'est-à-dire sa colonne vertébrale. Et au fur et à mesure, première, deuxième, troisième, et c'était un crève-cœur pour le sultan Suleiman qui voyait dans ce fils un successeur. À lui, sultan Suleiman était l'un des hommes à l'époque, l'un des hommes les plus puissants du monde. Et il voyait et il y avait un médecin femme à l'époque qui je crois qu'il s'appelait Dorra Khanou, je crois, et qui a proposé au sultan Suleiman d'inventer un matériel
qu'on peut appeler un matériel orthopédique pour soigner cet enfant. Et lui, désespéré parce que personne ne pouvait soigner ce fils, personne ne lui proposait rien, on lui donnait des remèdes, etc. Mais c'est un truc mécanique, la colonne vertébrale était complètement déviée. Et elle a étalé cet enfant sur une planche et lui a mis une autre planche sur le dos, étalée parfois sur le ventre, parfois sur le dos, une planche de part et d'autre, et elle vissait, elle vissait, elle vissait, elle vissait. Et ce gamin, bon, ça peut nous paraître, nous, aujourd'hui, un peu dur pour un gamin de 4, 5 ans, 6 ans, passe des heures et des heures par jour étalé sur une planche. Et chaque semaine, elle augmentait un petit peu le vis, elle diminuait d'un côté, de droite, de gauche, etc. Et au fur et à mesure que ce garçon prenait en croissance et grandissait, plus on voyait que sa colonne vertébrale, un petit peu, se redressait au fur et à mesure. Et quand il est devenu un jeune adolescent, il avait juste une petite bosse. Il était pratiquement, pour la science de l'époque, on peut dire guéri. Donc voilà, et cette femme après faisait partie du sérail des ministres et des médecins et de la hachia, de la cour du roi Suleiman, qu'il appréciait beaucoup parce qu'elle a pu soigner son fils. Voilà un petit peu grosso modo, si vous voulez, le début de l'islam, des médecins femmes, l'âge d'or de l'islam. Il ne faut pas oublier Ibn Zohr aussi, qui est le premier qui a fait, Ibn Zohr c'est un homme, le premier qui a fait l'expérimentation de l'anatomie, al-Tashrih, sur des corps humains. C'est le premier. Il y a eu Avicenne après, mais c'est le premier. Et il y avait sa sœur et sa nièce, dont le nom n'est pas cité dans les biographies, sa sœur et sa nièce, qui ont participé avec lui et qui ont écrit des manuels d'anatomie qui ont fait foi et loi dans les universités de l'époque, du Maroc jusqu'à Bagdad, Halab, etc., de ces deux femmes qui étaient disciples de Ibn Zohr et ses auxiliaires, en quelque sorte, ses assistantes, sa sœur et sa nièce. Après cette époque, bien sûr, est venu le déclin. Le déclin, petit à petit, la pensée musulmane, la culture musulmane, le fiqh musulman s'est arrêté de se développer. C'est pour des raisons qu'on peut discuter, bien sûr, sur le plan historique. On peut dire, les uns disent que c'est le colonialisme, les autres disent que c'est la fermeture de la porte de l'ijtihad, qu'on n'innovait plus, il n'y avait plus d'ijtihad du point de vue du fiqh, du point de vue du tafsir, etc. Et que petit à petit, d'autres voient que c'est un petit peu la dimension spirituelle qui a été un petit peu combattue et qui s'est rétractée, à part dans des grandes confréries soufis qui ont maintenu cette flamme. Bon, il y a certainement un petit peu de tout ça, un peu de tous ces facteurs-là. L'Empire était devenu trop grand et bon. Et la sclérose de la pensée et de la culture a commencé, qui s'est étalée du 18e, à peu près fin du 17e, 18e siècle. En tout cas, la grande scissure, c'était sur Qadr-Nata, la chute de Grenade et de l'Andalousie en 1492, la Renaissance en Europe, qui ont pu, eux, prendre le savoir musulman, le développer et aller de l'avant pour faire la civilisation occidentale que nous connaissons aujourd'hui. Et ce déclin, l'un des facteurs qui a participé à ce déclin aussi, c'est l'émergence en Arabie d'un courant de pensée qui est très étrange, qui est très étranger à la pensée musulmane traditionnelle, qui a petit à petit fait la différence entre les musulmans arabes et les non-arabes, différence entre l'homme et la femme, qui a relégué la femme un peu, et petit à petit, au début du XXe siècle, grâce au pétrodollar, ce courant de pensée a dévasté un peu le monde musulman. Il est aujourd'hui pratiquement à remplacer l'islam traditionnel et qui est en train même de dévaster un peu les mosquées ici en Europe. Et on voit que ce courant de pensée est assez présent et qui a un peu asséché la pensée et la culture musulmane. Mais malgré tout, ici ou là, dans le monde musulman, des femmes, là aussi, ont transgressé
cette sclérose, ont congressé même l'époque coloniale des pays respectifs, et on voit des noms qui ont surgi de médecins femmes qui sont partis en Europe pour la plupart pour étudier leur médecine, et qui sont revenus dans leur pays pour faire participer de leurs connaissances modernes, de la médecine moderne, et développer la médecine dans leur pays. Et là aussi, on a Algia Nourdin Ben Aleg en Algérie, qui a eu c'est la première femme médecine indigène, parce qu'il y avait la France en Algérie et le peuple algérien, on l'appelait les indigènes. Donc, et cette Algia Nourdin Ben Aleg était la première femme médecin indigène qui a eu sa thèse en 1846. Il y a en Turquie Sofia Saif Ali. Sofia Saif Ali a eu sa thèse de médecine en 1925. Elle était pneumologue. Elle a participé en grande partie à la prévention et au traitement de la tuberculose dans son pays. Elle a eu même un sanatorium, un hôpital spécialisé qui porte aujourd'hui son nom. La première femme qui a vraiment a eu du poids, première femme médecin qui a eu du poids dans le monde arabo-musulman, malgré le déclin, c'est une Tunisienne qui s'appelle Tawhida Ben Cheikh. Tawhida Ben Cheikh est née en 1901 et elle est morte en 2010, 101 ans. Alors cette femme, quand vous voyez sa photo, c'est un petit bout de femme comme ça, elle fait 50 kilos et avec une énergie. Elle a eu sa thèse de médecine en 1936. Elle a fait des études de physique et de biologie. En plus, et après, elle a fait donc la médecine. Elle est rentrée en Tunisie. Elle a révolutionné le planning familial dans son pays. Elle a créé des dispensaires. Elle a créé des associations. Elle a participé à la rénovation du Conseil de l'Ordre des médecins tunisiens, dont elle était la vice-présidente. Elle a créé une revue qui s'appelait Leïla, une revue de langue française, parlait des affaires des femmes. Et elle a été honorée par la Légion d'honneur en France. Et en 2011, on a honoré ça parce qu'elle était membre de l'Académie française aussi de médecine. On a honoré sa mémoire par la création d'un dispensaire à Montreuil, près de Paris, qui porte aujourd'hui son nom. Yaqoubi El-Wahchi, qui est la deuxième femme qui a été doyenne, de la faculté de Sousse, en Tunisie aussi. Voilà un petit peu. Donc, il y a eu, malgré le déclin, des femmes qui ont... Bon, je vais m'arrêter là parce que le sujet est vaste et il faut peut-être donner un petit peu l'occasion à l'auditoire pour compléter, discuter et poser des questions. Merci de votre écoute. Merci infiniment, Mohamed Khalid. Toujours très passionnant de t'avoir parmi nous. Et effectivement, nous allons pouvoir passer aux questions, aux remarques de l'assistance. Donc, n'hésitez pas à poser donc vos questions sur l'onglet Q&R de Zoom ou alors à lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Alors, Annie, tu ouvres la discussion. Oui, merci Sophia. Merci à Khalid pour cet exposé très enrichissant, très riche d'informations. Merci à toi. Et j'aimerais donc te poser, Khalid, deux questions concernant la psychiatrie en islam. Quel était le regard des musulmans, médecins, concernant les maladies psychiatriques? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, à maintes reprises, tu as parlé donc de spécialités dans les hôpitaux, ce qu'on appelle les Bemaristan, donc la dermato, la pneumo.
Et moi, personnellement, je pensais que cette systématisation de la médecine est apparue après donc, la Renaissance, c'est-à-dire quand l'Occident a séparé le corps de l'esprit. Et donc, on est rentré dans la systématisation, cette vision analytique du corps humain. Donc, on a perdu cette vision holistique. Et je pensais que c'était à ce moment-là que les spécialités sont apparues. Alors qu'avant, je pensais que les médecins avaient une vision globale du corps humain, de l'être humain. Voilà, j'aimerais que tu me corriges si mes informations sont fausses. Merci à toi. Rani, les documents que j'ai pu consulter, il y avait les deux. Les médecins à l'époque de l'âge d'or de l'islam n'étaient pas seulement des médecins globaux et holistiques. Ils avaient aussi d'autres disciplines. Ils étaient astrophysiciens, ils étaient mathématiciens, ils étaient philosophes, etc. Donc, tu as raison, il y avait une vision holistique de la maladie. Mais il y avait des départements où certains médecins s'occupaient parce que beaucoup de biographes font justement la différence entre les hospices du Moyen-Âge. À l'époque de l'âge d'or de l'islam, l'Europe était dans les ténèbres, il ne faut pas l'oublier. Et ces hospices-là, ils mélangeaient les malades et c'était les sœurs et les religieux qui s'occupaient de malades. Donc, mais dans le monde musulman, il y avait des spécialités. Par exemple, il y avait des chirurgiens. Ibn Zuhr était un chirurgien. Il faisait de la chirurgie. Il ne s'occupait pas de la dermato, il ne s'occupait pas, même s'il avait des connaissances. Parce que la traduction des œuvres des Abyssiniens, des Hindous, des Perses, etc., a donné un coup. En moins d'un siècle, le savoir a explosé et il fallait bien sûr, pour se perfectionner, avoir des spécialités. Donc, c'est une chose qui a existé, même si la vision est restée holistique. Pourquoi? Parce que la médecine musulmane, dès le départ, elle a tenu compte, parce qu'elle s'inspire du message coranique et du message prophétique du prophète, alayhi salatu wassalam, elle a tenu compte de la double nature de l'homme, physique et spirituel. Jamais ils n'ont été séparés. Cette médecine était holistique. Ça n'empêche pas les médecins d'avoir des penchants. L'un qui aime la dermatologie va y exceller, l'autre va faire la chirurgie. Les kahalat ont fait que de l'ophtalmo. Elles ont tellement soigné des dizaines et des dizaines que plus tard, elles s'occupent que des pathologies ophtalmologiques. Ça, c'est un point important. Les hospices en Occident étaient comme ça, et très pauvres. Ils mélangeaient même les malades. J'ai vu des photos du 12e, 13e, 14e siècle, des hospices à Lyon et en Angleterre, etc., où il y avait dans le même lit, il y avait 3 malades. 2 malades, 3 malades. Jamais dans les Beymaristan, il y avait cette chose-là, parce que l'Empire était riche et ils avaient de quoi nourrir et de quoi. Et au-delà du soin médical, il donnait de l'argent aux malades quand il sort pour qu'il commence un métier. Il pouvait lui donner des vêtements, il le chargeait de livres s'il était étudiant, il faisait des études. Donc, il allait au-delà du soin lui-même. Maintenant, quant à donc tu as raison, d'un côté, la spécialisation, comme on la connaît en Occident, bien sûr, elle s'est développée aujourd'hui. Il y a même des spécialités dans la spécialité. Le cardiologue, il y a des rythmologues. Le gastroentérologue, il y a des hépatologues qui font que le foie, alors qu'il est gastroentéro. Donc, c'est vrai. Le deuxième point, la maladie psychiatrique. La maladie psychiatrique, il y avait 2 branches. Il y avait l'approche qui existe jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, l'approche un peu maraboutique, l'approche un peu démoniaque. C'est le démon qui est rentré chez Shaitan, il est rentré, c'est pour ça qu'il est agité, c'est pour ça qu'il ne dort pas, alors que le malade, peut-être qu'il faisait une crise d'épilepsie, tout simplement, ou qu'il faisait une crise d'hystérie, ou une attaque de panique, une crise d'angoisse. Mais il y avait quand même des médecins qui étaient
comme tu disais, polyvalent, mais avec un penchant, un déterminant psychiatrique, et qui pouvait, Avicenne était de ce type-là. Avicenne était un médecin qui a écrit beaucoup sur les pathologies psychiatriques. Mais le soin était essentiellement de nature spirituelle. De nature spirituelle. Par exemple, j'ai pu lire que on pouvait prendre les 6 versets coraniques dont le mot shifa est mentionné. Vous savez qu'il y a 6 versets coraniques qui parlent du shifa. Un verset parle du shifa qui est dans le hasal, dans le miel, et 6 versets parlent du shifa qui sont dans le Coran. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا فِيهِ شِفَاءٌ لِلْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ جَاءَكُم مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ, etc. Il y a 5 versets qui parlent du shifa et un verset. Et bien, il mettait dans l'eau une décoction, il mettait dans l'eau le doigt du médecin qui va réciter une fois le verset du shifa, parce que l'asal est cité une fois, il va mettre dans l'asal une portion et 6 portions d'eau ou 5 portions d'eau pour faire les 6 versets du shifa. J'espère que je me fais comprendre. Et on donne cette solution aux malades. D'autres peuvent utiliser les versets de la Sakina. Vous savez que la Sakina, elle est citée 6 fois dans le Coran. Sakina, c'est-à-dire la quiétude, la paix, Tuma'nina, la quiétude, l'ataraxie, en quelque sorte, cette paix de l'âme. Et bien, cette Sakina est citée une fois pour Banu Israël, 5 fois sur le prophète, elle est descendue 5 fois sur le prophète et les compagnons. On utilisait les 6 versets de la Sakina dans des formules et des mantras et des wirds qu'on donnait aux personnes qui étaient agitées, qui étaient insomniaques, qui étaient angoissées, etc., etc. Après, bien sûr, les choses se sont structurées avec la médecine occidentale. Voilà un petit peu, en gros, comment les soins se passaient à ce moment-là. Merci, merci Khalid. Alors, une question dans le QR de Rania. Existe-t-il une bibliographie en français sur la médecine féminine en islam et peut-on avoir la liste des livres disponibles? Probablement, il doit exister des choses en français. Tout ce que j'ai lu, moi, il y a longtemps et récemment, c'est en arabe. Donc, il y a Tabari, Ibn Hajar, qui sont mes principales sources. Mais il doit y avoir, si tu cliques sur Internet, Rania, tu vas trouver peut-être pas des œuvres, des livres, des volumes entiers, mais tu peux trouver des articles, tu peux trouver des fascicules comme ça ou de traductions, des traductions de Tabari, j'imagine qu'elle doit exister. Ibn Hajar peut-être un peu moins parce qu'il est moins connu. Mais peut-être bien, peut-être bien. Moi, la plupart des choses que je connais dans ce domaine-là, c'est là. Non, attends, il y a autre chose. Il y a autre chose. Il y a, mais ça tu vas trouver sur Internet parce que les œuvres de ce monsieur sont en train d'être traduites en arabe et en français. Il y a une partie qui est traduite en arabe et une partie qui est l'ensemble de son œuvre. Je vais te citer le nom du monsieur. Ça, tu vas trouver sur Internet. Il y a un homme qui s'appelle Fouad Siskin. Fouad Siskin. Les gens qui ont besoin de références et qui veulent approfondir le sujet, je leur demande de retenir ce nom. Fouad Siskin est un Turc. C'est un archéologue et paléontologue turc qui a travaillé pendant 65 ans de sa vie. Il est né en 1924 et il nous a quittés, en 2018, un homme remarquable qui a consacré 65 ans de sa vie à Francfort avec toute une équipe à valoriser et à montrer l'apport du monde musulman à la science universelle. Fouad Siskin.
Et il a montré même beaucoup de livres qui ont été plagiés, documents à l'appui. Ça, vous allez trouver sur Internet. Son œuvre, moi je suis ça de près parce que c'est un homme qui m'a fasciné. Il a consacré, vous vous rendez compte, 65% de sa vie. Et il a même créé comment on appelle ça, un musée où il a pu montrer les outils que les musulmans ont utilisés quand l'apogée de la science musulmane était là, donc du 8e au 13e, 14e siècle. Et c'est comme ça qu'on a vu comment Zahraoui, un médecin Zahraoui du 10e, 11e siècle, a pu créer 200 outils de chirurgie à fabriquer lui-même qui sont exposés dans ce musée. Les Allemands étaient ébahis de voir cette richesse. C'est grâce à Fouad Siskin qu'on a déterminé de quelle manière les musulmans ont fabriqué l'Astorlab qui guide les marins dans la navigation. C'est grâce à Fouad Siskin qu'on a compris que Ibn Nafis a découvert la petite circulation pulmonaire 400 ans avant William Harvey, le Britannique. C'est grâce à cet homme, Fouad Siskin, qu'on a compris que la constellation d'Andromède a été découverte par Abdurrahman Soufi, astrophysicien du XIIe siècle, 400 ans ou 350 ans avant les élèves de Kepler. Sauf que lui, son télescope n'était pas suffisamment développé. Il l'a considéré comme faisant partie de notre galaxie, alors qu'elle est à 4 années-lumière de la galaxie, la nôtre, la Voie lactée. C'est grâce à Fouad Siskin qu'on a compris que, et vous allez voir ces documents à l'appui, il vous montre des cartes, c'est un homme extrêmement sérieux, un grand homme, un grand scientifique. Fouad Siskin a montré que 80 ans avant Christophe Colomb, les musulmans étaient dans les Amériques, 80 ans avant. Chose que très peu de gens connaissent. Tout ça va apparaître avec les traductions. C'est grâce à Fouad Siskin qu'il a des preuves que Christophe Colomb, dans sa navigation vers l'Amérique latine, vers l'Amérique, il avait les cartes maritimes de Maqdisi, qui était le premier géographe peut-être de l'histoire. Et c'est comme ça qu'il a pu être guidé. Ça, les Occidentaux ne le savent pas, et quand ils le savent, ils ne le disent pas. Ils l'occultent. Donc, si tu cherches sur Internet, tu vas trouver en anglais et en français des références sur ce monsieur. Et après, bien sûr, si tu veux approfondir la question, tu vas lire les ouvrages, parce qu'il a 14 tomes et un musée à Francfort. Et ce musée est très, très beau à voir, parce qu'il y a des outils gynécologiques, ophtalmologiques, l'Astorlab, des décoctions dermatologiques que les dermatologues musulmans utilisaient pour les maladies, des petits télescopes, des miroirs, des choses comme ça, c'est fascinant. Et puis, il faut chercher la traduction, je pense qu'elle doit exister, moi j'ai lu en arabe, la traduction comment il s'appelle, de Raghib Sarjani, qui est un médecin égyptien, qui a écrit en arabe et en anglais, et quand c'est en anglais, en général, on a des traductions, qui a écrit 2 tomes. Qu'est-ce que les musulmans ont offert au monde du point de vue scientifique? 2 tomes. Ça, c'est un homme qui est aussi absolument remarquable. Il a un Google dans sa tête. C'est un ordinateur. Hein. Et lui, son œuvre est très dynamique. C'est-à-dire, il vous dit l'invention de tel instrument par les musulmans, quelle était avant les musulmans, quelles étaient les avancées dans ce domaine. C'est-à-dire, il te met l'histoire de l'invention grecque, égyptienne, pharaonique, où était dans tel domaine jusqu'à tel point, et qu'est-ce que les musulmans ont avancé, ont ajouté. Donc, Raghib Sarjani et Fouad Siskin. Khalid, comment tu écris Siski? Siskin, Fouad, F-U-A-T, F-U-A-T comme Thierry, F-U-A-T,
Et, d'accord. Sezgin. S-E-Z-G-U-I-N. C'est un Turc. D'accord, ok. Comme ça, c'est clair. C'est une sommité. C'est une sommité. Il a montré, ce Fouad Sezgin, il a montré qu'un livre entier qui s'appelle Kitab al-Manadir de Ibn al-Haytham, qui était opticien, qui est le père de l'optique d'aujourd'hui. Il a montré comment René Bacon a traduit le livre, il a enlevé le nom d'Ibn al-Haytham et il a mis son nom. Moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais pourquoi les musulmans? Pourquoi? Lui, il est turc, il est à Francfort, il a consacré toute sa vie à montrer ces choses-là. Et des dizaines d'exemples de plagiat de savants musulmans qui ont été plagiés. Et parfois des œuvres entières. Kitab al-Manadir, c'est pas Kitab al-Manadir, le livre des paysages. Non, le Manadir avec le livre des optiques, où il y a des dessins de loupe, il y a des dessins de c'est la base de l'optique d'aujourd'hui et c'est la base de toutes les lunettes, les loupes et tout ça. C'est dans ce livre-là, qui a été plagié, qui porte aujourd'hui le nom de René Bacon, alors que tout le livre a été écrit par... Et ce monsieur Fouad Sezgin, il te montre les documents, il ne raconte pas des histoires. Il te montre des documents historiques, chronologiques, datés et tout. Malheureusement, c'est une œuvre colossale. Elle est en allemand. Une partie, je crois qu'il y a 5 ou 6 tomes qui sont déjà en arabe et qui est en train d'être traduite. Le jour où cette œuvre apparaîtra, enfin ceux qui s'y intéressent, parce que la plupart des musulmans, ils sont aujourd'hui occupés à voir quelle est la taille de la barbe, ou est-ce que la femme doit laisser un peu de cheveux transparaître ou pas. Ils sont des deux choses rudimentaires du 7e siècle. Moi, je parle des gens qui s'intéressent à la science, qui s'intéressent à cette connaissance et qui veulent connaître la richesse de cette tradition parce que nous ne la connaissons pas. Il n'y a que des hommes comme Fouad Sezgin et comme d'autres qui, de temps en temps, émergent comme ça, une personne et qui nous dévoile des choses. Et ce qui est bien chez Fouad Sezgin, c'est que c'est un scientifique et il parle de manière scientifique, et il a une méthodologie et il a un musée. On peut voir de quoi il parle. Voilà. Merci Khalid. Donc, Nadia pose une question. Donc, y a-t-il des auteurs français, des chroniqueurs ou voyageurs contemporains de ces femmes qui les auraient citées? Des auteurs français qui auraient cité ces femmes. Oui. Oui, c'est un peu la même question de est-ce qu'il y a des références en français? Il doit y avoir des articles. Il doit y avoir des articles. Par exemple, dans l'Algérie française. Dans l'Algérie française, la première femme algérienne, médecin algérienne, c'est-à-dire autochtone, c'est Algia Benallègue, Nourdine Benallègue, 1846. Mais la première femme française médecin en Algérie, c'est Dorothée Chélier, qui a été formée en tant que médecin, première femme de médecin française d'Algérie, mais française, c'est-à-dire faisant partie de l'occupation, et qui a écrit sur le soin pour les femmes indigènes, qui a écrit sur la médecine et les médecins femmes en Algérie, parce qu'elle-même, elle était médecin. Voilà un petit exemple. Mais il doit y en avoir. Il doit y en avoir des... Moi, personnellement, moi, j'ai des œuvres en arabe qui sont colossales et qui me suffisent pour... Je suis arabisant, donc je vais à la source. Je ne vais pas aller à la traduction. Mais je comprends que c'est des choses qui doivent être traduites parce que ça va permettre aux non-arabisants de connaître cette richesse-là. Bien sûr, la question de Nadia est judicieuse. Alors, CETI nous signale qu'en 1996, il y a eu à Lima une exposition sur la médecine au temps des califes
qui était très bien illustrée et documentée. Donc, je ne sais pas si on peut la retrouver. Seti, tu veux nous en dire plus? Alors, FT, c'est bien qu'il est important de bien s'identifier quand on arrive sur la plateforme du pôle santé. C'est quand même plus agréable pour tout le monde. Donc, merci beaucoup pour cette belle intervention. Savez-vous s'il y a eu des études scientifiques qui ont mis en évidence l'efficacité du soin spirituel sur la santé physique du malade? Merci. J'ai dit tout à l'heure que dès le départ, d'ailleurs, c'est ce qui manque aujourd'hui à la médecine occidentale. Comme a dit Sirani tout à l'heure, la médecine a été saucissonnée et l'esprit a été écarté du corps et on s'est spécialisé dans le corps et dans un sens, c'est une bonne chose puisque ça permet aux spécialités et à la médecine biologique, on va dire corporelle, physique, d'éradiquer un certain nombre de maladies, de faire des progrès, etc. Mais il manque le côté spirituel. Dans le monde musulman, jamais ils n'ont été séparés, le corps et l'esprit. Le corps en d'emblée est la tradition du prophétique, du prophète, et puis les maîtres spirituels par la suite, etc., nous parlent de la nature double de l'homme, le spirituel et le physique. Et les savants musulmans avaient trouvé ça aussi dans d'autres civilisations antérieures à l'islam. On sait que dans les civilisations extrême-orientales, on parle de souffle, on parle de l'énergie spirituelle cosmique qui anime tout le monde vivant. Chez les Japonais, on l'appelle le ki. Chez les Chinois, on l'appelle le chi. Chez les hindouistes, dans les Upanishads, etc., on l'appelle le prana ou le prana. Et chez les musulmans, on l'a appelé al-qudra, ruh. Sauf que la spécificité musulmane, c'est qu'on a dit que cette qudra, ce souffle qui anime tout l'univers, ce souffle divin, il est teinté de rahma. Il tire sa subsistance de ism rahma, de rahman. C'est-à-dire, puisque c'est dans le nom rahman que Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, s'est un peu installé sur le trône. Rahmanu ala al-arsh istawa. Et ils ont aussi, les savants, les médecins musulmans, ils ont tiré des autres civilisations ce qu'on appelle dans la médecine chinoise, etc., les chakras, qu'on appelle aujourd'hui, nous, dans la médecine occidentale, les méridiens, parce qu'on commence à connaître la médecine chinoise depuis 40-50 ans, on les appelle les méridiens, et les musulmans les appellent al-lata'if, qui veut dire littéralement les subtils. Al-lata'if. Donc, il y a une jonction corps-esprit dans la médecine musulmane dès le départ. Et on a dit tout à l'heure qu'on faisait appel à des versets coraniques, à des prières sur le prophète pour fortifier. Parce que la médecine physique, le but de la médecine physique, c'est d'équilibrer l'âme de la personne. Parce que si l'âme s'équilibre, le physique s'équilibre. Et celui qui fait le soin spirituel, il agit forcément sur le corps. En fait, la médecine extérieure est un soin de l'extérieur vers l'intérieur, et la médecine spirituelle intérieure est un soin de l'intérieur vers l'extérieur. On peut soigner des maladies physiques par le spirituel, et on peut soigner des maladies spirituelles par des médicaments. C'est un peu comme ça que je vois, moi, cette jonction intérieure, extérieure, spirituelle et physique. La question est très vaste. On peut faire des recherches là-dessus, bien sûr. Merci. Alors, Seti, est-ce que tu souhaites intervenir rapidement? Tu as le micro. À toi. Seti, on ne t'entend pas?
Alors, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, 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 vas-y. Je parlais dans le vide. Merci à Sir Khaled. Je voulais seulement vraiment recommander cet ouvrage qui est le résultat d'une exposition de la Bibliothèque nationale parisienne, bien sûr, la BNF et l'Institut du monde arabe. Alors, c'est fait vraiment par des chercheurs spécialistes de la médecine et autres, de la science arabe de manière générale. Et c'est très bien documenté, vraiment très précis. Et tous les aspects sont abordés, sociaux, psychologiques. Enfin, vraiment, je conseille, quoi. Voilà. Donc, on doit pouvoir le trouver encore à la librairie, si ce n'est pas à la librairie en vente, à la bibliothèque, ou alors à la Bibliothèque nationale de France, puisqu'elle était partenaire. Mais vraiment, je conseille cet ouvrage qui aborde tous ces points et très, très bien illustré. Et ça dépasse, bien sûr, l'époque des califes. Hein. Le sous-titre, c'est À l'ombre d'Avicenne, et ça va jusqu'à nos jours, quoi. Voilà. Merci. C'est beaucoup, Seti. Alors, Éric Geoffroy nous précise aussi qu'Anne-Marie Moulin est une chercheuse française qui travaille sur la médecine en islam. Donc, peut-être qu'on peut la trouver si elle a publié. Rani, tu peux intervenir et après, on passera la parole à Fatima. Oui, oui, c'est Khalid. Concernant les Bemaristan, l'équivalent des hôpitaux aujourd'hui, j'ai appris que ces hôpitaux se construisaient sur des hauteurs. Est-ce que d'abord, est-ce que cette information est vraie? Et si c'est le cas, quelle était la raison? La raison pourquoi ces hôpitaux se construisaient toujours en altitude? Merci. Je n'ai pas cette notion que les hôpitaux se construisaient forcément et systématiquement sur des altitudes. Mais, et là tu me fais venir dans ma chaîne signifiante une notion importante, c'est grâce à une médecin femme, dont je peux retrouver le nom, qui, comment elle proposait, cette médecin, l'endroit où on va construire son hôpital à elle. Elle prenait des morceaux de viande, nous sommes au 10e, peut-être 9e, 10e siècle, des morceaux de viande, et les plaçait dans différents endroits de la ville. Et l'endroit de la ville où cette viande va mettre le plus de temps à se décomposer, ça voudrait dire pour elle que c'est l'endroit où il y avait le moins de microbes. Et c'est là où elle demandait à construire son hôpital. Et cette idée s'est répandue après sur une grande partie de l'Empire musulman. Vous voyez un peu comment l'idée de la microbiologie, des microbes, de ta'afoun, on ne les appelait pas les microbes à l'époque, on disait ta'afoun, c'est-à-dire la putréfaction. La putréfaction. La putréfaction. Ça, j'ai retrouvé que c'est grâce à un médecin femme, des morceaux de viande qui restaient et qu'elle surveillait, qu'elle faisait surveiller. Et là où il y a la décomposition la plus lente, ça veut dire qu'il y a le moins de ta'afoun, donc il y a moins de possibilités de contracter des maladies ou de se faire contaminer. Mais l'altitude, je n'ai pas cette notion. C'est peut-être aussi vrai, peut-être pour le climat, pour l'air, pour avoir l'air de la montagne, pour par exemple les sanatoriums pour la tuberculose, etc. On peut le comprendre. Tout à fait. Merci. Alors, Fatima arrive. Alors, Seti signale, en attendant que Fatima débloque son micro, une chercheuse, je pense, Françoise Michaud du CNRS. Fatima, tu peux ouvrir ton... Voilà, oui, là, à toi. Bon Oui, à toi. Alors, vous m'entendez là? Oui, très bien, vas-y. Moi, je pose une question. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des états des lieux des femmes musulmanes médecins actuelles à travers le monde depuis les années 2000, récemment, puisque nous sommes nombreuses, et ce serait pas mal de savoir comment ça se passe pour elles et quels sont leurs travaux, leurs thèses à travers le monde, parce que ça fait un paquet maintenant. Voilà, et
bien et sûr. ça nous permet aussi Dans- de savoir comment nous exerçons, parce qu'on voit qu'on a une différence par rapport à, avec la même, avec avec les mêmes études, on a une façon différente de voir les choses et c'est intéressant de pouvoir colliger tout ça et savoir un petit peu ces différences liées à cette culture musulmane. C'est un vrai travail de recherche. Khalid? Voilà, recherche et puis colliger quand même, euh, parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Hein. j'ai pas très bien compris la question par rapport à la différence. Tu veux dire, je m'adresse à la sœur qui a posé la question. Est-ce que tu veux dire différence homme-femme? Oui, non, c'est pas une histoire de différence, c'est une histoire de mettre justement les femmes musulmanes médecins qui sont médecins depuis là maintenant. Enfin, moi, je vois par exemple, personnellement, je suis venue en France et j'étais la première femme médecin de Besançon, par exemple. Une femme musulmane médecin généraliste. Il n'y avait pas avant 1981, il n'y avait personne dans cette ville, par exemple. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de consoeurs et tout qui sont à travers la France, à travers plusieurs pays dans le monde, qui sont médecins, et de les colliger, de savoir où elles sont, quelles sont les thèses qu'elles ont faites. Ça permet de savoir qu'il y a des femmes, malgré tout ce qui se passe à travers le monde par rapport aux musulmans qui nous ont sali nos papiers, on pourrait quand même savoir qu'il y a quand même des gens qui ont continué à travailler et donner de leur cœur et de leur santé au monde occidental ou même musulman, quoi, enfin, oriental. Voilà. Il y a des pays, C'est il y a des pays intéressant. aujourd'hui, même dans le monde musulman, il y a des pays où, alhamdoulilah, la femme, elle est à l'égal de l'homme dans la pratique médicale. Par exemple, les pays nord-africains, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, il n'y a plus de différence dans la pratique, ni dans le grade, ni dans le cursus universitaire. En Algérie et au Maroc Oui, et en Tunisie, il y a des femmes qui sont doyennes de faculté, qui sont des médecins, qui sont des universitaires, des enseignantes. Mais dans les pays où la pensée wahhabite est un petit peu plus prédominante, même s'il est un peu partout aujourd'hui, eh ben, ces femmes sont quand même limitées dans leur pratique. On les incite plus à faire de la gynécologie, de la pédiatrie, que plutôt que d'être chirurgien urologique, etc. Donc, c'est vrai ce que tu dis. Malgré tout ce qui se passe, les femmes, quand même, alhamdoulilah, ce n'est plus comme au début du. Moi, je suis d'origine marocaine, j'ai fait mon cursus à Rabat. On avait autant de professeurs femmes. J'ai même pas travaillé dans l'hôpital militaire à Rabat, des femmes médecins colonels, des femmes médecins commandants, des femmes médecins lieutenants extrêmement. Oui, mais ça, ce serait, étant donné votre historique, ce serait pas mal de continuer à faire un historique depuis cet avènement de beaucoup de femmes. Déjà en France, moi à l'époque, les années 70, on n'était même pas 10% de femmes en général. Alors quand il y avait une femme musulmane parmi toute la faculté de 500 inscrits, c'était vraiment très rare. Et ça, c'est intéressant de pouvoir savoir qu'il y a quand même des personnes qui sont initiées, travaillées, tout ça, depuis un petit longtemps, et qu'on le sache quand même, parce que c'est vrai que c'est intéressant de savoir tout ça, et surtout culturellement, parce que malgré tout, on a quand même une certaine différence par rapport au niveau culturel, quoi. Et on apporte une différence au niveau du raisonnement, au niveau du travail, au niveau de beaucoup de choses. C'est un travail de recherche très intéressant. Voilà, c'est pas mal. Merci. Oui, voilà. Alors, et merci pour votre grande recherche, parce que c'est vraiment très, très enrichissant de savoir tout ça, parce que moi-même, je suis très étonnée d'avoir
de savoir qu'il y a eu énormément de femmes médecins dans le monde musulman. Et dès la première société de Médine. Oui, depuis les origines. Dès l'époque prophétique, c'est extraordinaire. D'ailleurs, à ce sujet, Khalid, on dit que Saïda Aïcha, la femme du prophète, était aussi médecin. Qu'en penses-tu? Oui, elle n'était pas médecin. Elle avait beaucoup de connaissances en médecine. Elle a aidé dans certaines batailles au transport des blessés et à quelques soins, mais elle n'a pas pratiqué la médecine comme Rufaïda, comme Ayman, comme la sage-femme qui a accouché la fille. Non. Aïcha, elle avait trois grandes qualités qui sont reconnues par les historiens. Elle était très connaissante, elle avait une grande connaissance de la médecine, elle avait une grande connaissance de la poésie arabe, islamique et anti-islamique. Elle connaissait le poème de Antar ibn Shaddad par cœur, elle connaissait les problèmes, la poésie de Nabir ad-Dubyani, elle connaissait la poésie de Mru al-Qais, qui a vécu 140 ans avant le prophète. Donc, elle avait une grande connaissance de la poésie. Et elle était connaisseuse de l'ansab, ilm al-ansab, c'est-à-dire la science de la filiation. Elle était capable de dire jusqu'au 10e ancêtre près, celui-là, il est fils de celui-là, il vient de telle qabila, de telle tribu, fils de. Elle était extraordinaire. Et d'ailleurs, et elle était faqiha en plus. Elle était faqiha, c'est-à-dire très versée dans les sciences religieuses exotériques, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit prenez la moitié de votre religion auprès de cette rousse, parce qu'elle avait des points de rousseur, elle était rousse de teint, et elle avait des points de rousseur, et le prophète l'appelait la rousse, et il incitait les musulmans à prendre la moitié de leur religion, c'est-à-dire tout le corpus exotérique, en ce qui concerne la charia, en ce qui concerne les fara'id, en ce qui concerne le tafsir, etc., auprès d'elle. Et d'ailleurs, elle a vécu 47 ans après le prophète, parce qu'elle était très jeune, elle a vécu, et elle a formé 2 générations des commentateurs du hadith. Il faut bien comprendre qu'une grande partie des hadiths du prophète authentiques nous parviennent de Aïcha, une femme. C'est extraordinaire. De même que le Coran, s'il nous est arrivé jusqu'à aujourd'hui authentique, c'est grâce à une femme, Hafsa, qui était la 2e femme du prophète et qui a rassemblé à la mort du prophète, qui a rassemblé tous les parchemins, les os d'omoplate où étaient écrits les textes, les tissus, la peau des chèvres et des chameaux. Elle a rassemblé tout ça, une masse colossale et qui a donné ça à Uthman pour faire le premier mushaf. Donc, si le Coran nous est parvenu, c'est grâce à une femme. Et si les hadiths nous sont parvenus, en tout cas une partie des hadiths, c'est grâce à Aïcha qui était faqiha, qui était muhadditha, qui était alima bil ansab, qui connaissait la poésie, notamment la poésie de Jahiliya, et qui avait des connaissances assez avancées en médecine. Et c'est vrai ce que tu dis. Merci pour cette précision. On va prendre peut-être la dernière personne, c'est-à-dire Salima, je crois. Et peut-être une remarque avant de Nadia qui dit qu'elle a eu la chance de visiter un bimaristan à Alep qui n'était pas en attitude, mais l'architecture était en étoile autour d'une fontaine et elle conseille de lire un ouvrage de Françoise Cloarec, Bimaristan. Alors, je pense que c'est lieu de folie et de sagesse, si je ne me trompe pas, et qui trouve cette communication passionnante. C'est à la fois très ancien et moderne comme vision, et merci encore, Khalid. Salima? Oui, bonsoir à toutes et toutes. Et merci beaucoup aussi Khalid pour cette intervention de ce soir et tous vos partages. Ça rebondit en fait sur la dernière partie qui a été évoquée concernant tout l'héritage en fait des savoirs, des connaissances prophétiques par les femmes. Et ma question elle s'adresse aux psychiatres que vous êtes, dans le sens de
quelle est justement la richesse, la particularité, la singularité de la part du féminin dans une profession comme le soin et d'un regard de psychologie en- à la différence d'un homme, je veux dire, on est une unité, mais c'est vrai que le féminin peut apporter certainement un autre regard. Et qu'est-ce qu'en pense le psychiatre que vous êtes? Alors, ma vision sur le masculin et le féminin, si vous voulez, bon, il y a des choses, il y a des choses qui au téléphone bougent. L'homme et la femme, on a tous les deux le féminin et le masculin. Et les neurosciences nous disent aussi qu'il y a aujourd'hui un cerveau, on va dire, féminin et un cerveau intérieur, un cerveau de l'émotion, de l'intuition, et un cerveau masculin qui est le cerveau, si vous voulez, cognitif, qui est le cerveau adaptatif. Et on a les deux. Moi, j'ai un cerveau masculin, ce qui me permet. Et tout ce qui s'extériorise, si vous voulez, toutes les qualités, tous les attributs de l'être humain qui vont vers l'extérieur sont masculins. Et tous les attributs de l'intériorité sont féminins. Et l'homme et la femme, ils ont les deux. Moi, j'ai une extériorité, c'est-à-dire je suis pragmatique, le pragmatisme est extérieur, il est masculin. Je suis adapté, j'ai des stratégies d'adaptation que mon cerveau me commande, c'est masculin. J'ai une rivalité, mon ego me crée de la rivalité, c'est masculin. Je suis un ego dominateur, c'est masculin. Je peux faire des études, je peux utiliser mes capacités cérébrales pour acquérir des connaissances qui sont à l'extérieur de moi, c'est masculin. Mais j'ai hérité aussi de mon éducation de ma mère, tout ce qui est aussi intérieur. L'intuition, elle est intérieure, elle est féminine. La sensualité, la créativité, la miséricorde, la tendresse, l'amour, l'humanisme, la main tendue, tout ça, c'est des attributs de l'intériorité, ils sont féminins. Moi, j'ai les deux. La femme, elle a son côté féminin. Elle a tous ses attributs de la féminité, mais elle a aussi un cerveau gauche qui lui permet de faire des mathématiques, qui lui permet de devenir pilote, de devenir médecin, etc., etc. Donc, de ce côté-là, il y a une égalité entre l'homme et la femme faite par Dieu. On a le problème, à mon avis, parce que le psychiatre que je suis, quand j'ai travaillé un petit peu au Maroc, quand j'étais généraliste, et je vois aujourd'hui, après 30 ans de pratique, comment la société évolue. Aujourd'hui, le féminin, c'est-à-dire l'intériorité, elle se raréfie chez la femme et chez l'homme, à cause du fait que le capitalisme dans lequel nous vivons, le monde industriel, exige de nous d'être beaucoup. Quand vous êtes à l'usine, on ne vous demande pas, femme ou homme, d'être tendre, d'être sensitif, d'être intuitif. On demande de fabriquer des pièces, des outils. C'est-à-dire que cette vague, depuis l'industrialisation, depuis le milieu du 19e siècle, on va dire, où d'un côté, la libération de la femme vers le monde du travail lui a donné une autonomie financière, une autonomie culturelle, une autonomie sur le plan de sa personnalité. Elle n'est plus sous la domination de l'homme, ni sous la domination de l'Église. N'oublions pas que la femme, durant toute la période de l'Église, n'était pas considérée qui a le même statut que Adam. Jusqu'au XVIIIe siècle, l'Église ne reconnaissait pas à la femme qu'elle avait une âme, comme Adam, alors que les zoologistes et les botanistes ont reconnu au XVIe siècle que les animaux et les végétaux avaient une âme. Donc, regardez l'obscurantisme dans lequel
et la domination de laquelle était la femme. D'un côté, la libération de la femme par le travail et par l'instruction a été une bonne chose pour elle parce qu'elle a pu acquérir son autonomie, mais quand la femme est sortie dans le monde du travail et de l'industrialisation et de travailler les 3-8, etc., elle a trouvé quoi? Elle a trouvé un monde fait par les hommes pour les hommes, un monde extrêmement masculin. Et donc, elle a été sur 3, 4, 5 générations jusqu'à aujourd'hui obligée parfois de travailler plus que l'homme pour montrer qu'elle est capable de faire comme l'homme. Et d'ailleurs, les féministes aujourd'hui le disent. Nous travaillons plus que les hommes et nous sommes payés 20% moins cher, etc., etc. Donc, petit à petit, si vous voulez, la libération de la femme, qui est en soi une bonne chose, etc., s'est faite un peu au détriment de sa féminité, de son côté féminin. Et on voit aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de femmes qui, pour avoir cette réussite, et bon, ça s'est fait sur 1 siècle et demi, là je vous parle sur 3, 4, 5 générations, le féminin se raréfie, nous perdons du féminin en nous, hommes et femmes, parce que le monde l'exige de nous. Nous sommes dans un monde de rentabilité et non pas de sensibilité et d'intuition et de tendresse. Nous sommes dans un monde qui demande du chiffre. On presse de l'humain pour faire du chiffre. Et le chiffre, c'est masculin. La productivité est masculine, dont la femme est capable aussi. Mais ça s'est fait quand même au détriment de sa féminité. Qu'est-ce qui se passe dans une société comme la société occidentale d'aujourd'hui et même nos sociétés musulmanes, parce que c'est la mondialisation. Qu'est-ce qui se passe quand une société perd petit à petit le féminin? Ben déjà au niveau des couples, ça ne fonctionne pas de manière facile, simple et fluide, puisque le féminin et le masculin, c'est-à-dire l'intérieur et l'extérieur, ils s'emboîtent normalement l'un dans l'autre et créent une harmonie. Nous ne sommes plus dans un emboîtement, dans une complémentarité homme-femme, mais dans une rivalité. Et en psychiatrie, on appelle ça les femmes phalliques, c'est-à-dire les femmes qui ont développé leur côté masculin, qui se sont masculinisées. Elles sont très pragmatiques, elles sont très productives, elles sont très adaptées. C'est très bien, c'est leur cerveau masculin qui était en friche, mais ça s'est fait quand même au détriment du côté masculin. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les hommes et les femmes au niveau du couple, c'est de la rivalité au lieu de la complémentarité. Et certains pédopsychiatres expliquent le fait que la violence chez les jeunes aujourd'hui, c'est que les valeurs de la féminité ne se transmettent plus aux générations, c'est-à-dire une femme qui est très occupée par son travail, qui est très occupée par sa productivité, qui est très occupée par ce qui est en soi une bonne chose pour son développement personnel. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut reléguer la femme aux travaux domestiques. Ce n'est pas ça. C'est que l'équilibre n'a pas été toujours facile à trouver et que l'éducation féminine, le cerveau féminin qui est légué par la mère, par l'éducation de la maman aux enfants, il fait défaut et nous nous retrouvons aujourd'hui avec des adolescents de 13-14 ans, filles et garçons qui sont violents. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup trop masculins, parce que l'ego masculin, s'il n'est pas tempéré par l'intériorité féminine qui est en nous, eh bien l'ego masculin, il cherche à dominer, à grignoter, et ça nous vient de l'évolution. Il faut voir aussi qu'il y a un côté de la médecine ou de la sociologie évolutive. Ça nous vient de l'évolution. Nous avons été des animaux et des végétaux, et dans le monde animal, c'est le mâle qui domine, c'est le mâle qui écrase l'autre. Vous ne trouverez jamais de femelles lions qui se battent pour un lion, c'est toujours deux lions qui se battent pour la femelle. Le masculin est dominateur. Et il n'y a que l'éducation par le féminin, par l'intériorité, qui permet de tempérer cet ego masculin, de le calmer et d'avoir un équilibre. Un homme qui n'est que masculin, qui n'est que productif, qui travaille 18 heures par jour, qui est très productif, qui est chef d'entreprise, qui n'a pas de la sensibilité féminine en lui, il devient une machine pensante. C'est mon féminin qui me donne ma valeur, moi, en tant qu'homme, et qui me donne mon équilibre. Donc,
La violence des enfants aujourd'hui, bon, il y a certainement d'autres facteurs. Je ne suis pas en train de dire que c'est la faute à la femme. Ce n'est pas ça du tout le propos. C'est que l'équilibre au niveau de la société entre le féminin et le masculin, le féminin s'est raréfié. Les enfants aujourd'hui sont beaucoup trop mal, M-A circonflexe L-E, beaucoup trop masculins. Et vous voyez, moi, il y a 45 ans, quand j'étais au collège, on pouvait se disputer pour une histoire de jeu, mais on ne sortait pas le couteau pour tuer l'autre. Aujourd'hui, la violence est quotidienne dans la jeunesse d'aujourd'hui. Et que quelque part, s'ils avaient reçu plus de féminin, qui éduque les enfants aujourd'hui en Occident? Tout le monde s'approprie les enfants, sauf la mère, le pédiatre, le psychologue, la nounou, l'assistante sociale. Et les mamans, elles ont de moins en moins de temps par la force des choses. Ce n'est pas leur faute, c'est par la force des choses. Donc voilà un petit peu. C'est pour ça, quand on lit le hadith prophétique, qui peut paraître très simple, mais qui est d'une très, très, très haute signification scientifique et éducative, dit qu'il faut jouer avec l'enfant 7 ans, qu'il faut l'éduquer 7 ans et qu'il faut être son ami 7 ans. De 0 à 7 ans, le cerveau cognitif, le cerveau frontal, le cerveau masculin n'est pas développé encore. L'enfant n'est pas réceptif à la loi. Mais par la tendresse, c'est-à-dire par la maman, par la tendresse et le jeu, il peut recevoir des choses. Donc, dans la tradition musulmane, l'enfant reste auprès de sa mère de 0 à 7 ans. Et c'est à 7 ans, l'âge de raison, qu'on appelle l'âge de raison, que commence l'éducation. Et là, le rôle du père va intervenir, parce que la loi provient du père. Le père va dire ça c'est permis, ça c'est pas permis, ça c'est… La mère aussi, elle peut, mais je veux dire du point de vue symbolique. Le père va introduire, et de 15 ans, va introduire la loi, va introduire l'éducation. La'ibuhum sab'an, addibuhum sab'an, wa sahibuhum sab'an. Jouez avec eux 7 ans, éduquez-les 7 ans, et soyez leur ami 7 ans. Cet équilibre-là entre le féminin et le masculin, entre les couples et dans l'éducation des enfants, a été rompu par la part qu'a pris l'extérieur du monde, l'extériorité de notre vie sur notre propre intériorité. Aujourd'hui, la civilisation occidentale, elle a de très grands avantages. Jamais l'humanité n'a été aussi productive, jamais n'a été aussi riche, jamais n'a été aussi cultivée, jamais n'a été aussi exploratrice. Il lui manque un centre, il lui manque le féminin. Il manque le féminin, ce centre qui tempère un petit peu cette frénésie de la fuite en avant. C'est un peu la vision, un peu grosso modo, telle que moi je vois les choses. Il y a certainement d'autres lectures qui peuvent compléter celle-ci. Merci infiniment, Mohamed Khalid. Ainsi se termine la plateforme de ce soir. Nous remercions chaleureusement le docteur Mohamed Khalid Sekal pour sa communication riche et passionnante. Nous le remercions également d'avoir remis en lumière ces femmes médecins, soignantes, sages-femmes, connaissantes de l'islam et du Coran, si peu connues du grand public, femmes ô combien inspirantes pour nous, et nous l'espérons pour les jeunes générations. Nous devons aujourd'hui aller plus loin dans la connaissance de notre histoire commune et rééquilibrer notre féminin et notre masculin. La prochaine plateforme du pôle santé est prévue pour le mardi 21 mars 2023 à 21h. Nous vous remercions infiniment pour votre écoute et votre présence et nous vous souhaitons une très bonne soirée.